Septembre 2004, dans le sud de la Russie, c'est la rentrée des classes et là-bas la tradition veut que parents et enfants se retrouvent pour célébrer ce qu'ils appellent le jour de la connaissance. Dans l'école de Beslan, il y a 1128 enfants, parents et professeurs lorsque des dizaines de terroristes tchétchènes pénètrent dans l'établissement. Commence alors une prise d'otage qui durera 3 jours et qui se terminera dans un bain de sang. 334 civils tués, dont 186 enfants. On revient sur ce jour avec Laurent Combalbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien négociateur du RAID, spécialiste de la gestion de crise, co-auteur avec Éric Delbecq d'un ouvrage intitulé Le spectacle de la peur, Jacques-Marie Lafont éditeur. Et vous venez aussi de publier Neutraliser les profils complexes chez Erol. Vous avez travaillé sur cette prise d'otage, vous en connaissez les moindres détails. On sait aujourd'hui que c'était une attaque minutieusement préparée puisque des explosifs avaient été dissimulés à l'intérieur de l'école lors de travaux de réfection. Que demande ce commando? Quelles sont leurs revendications? Alors ce commando demande la sortie des troupes russes de Tchétchénie. Et c'est ce qu'on appelle en négociation une demande irréaliste, bien évidemment, connaissant la politique de Poutine et son positionnement sur cette question. On sait très bien que cette demande est absolument impossible à être délivrée par les autorités russes. Alors, les terroristes sont, selon les versions, entre 30 et 70. Ils séquestrent plus de 1000 personnes. Comment font-ils et comment expliquer qu'il n'y ait pas de mutinerie? Alors, sur des prises d'otages massives ou des prises d'otages complexes, dans ce type de situation, généralement, il y a une action d'écrasement dès le début. On sait que les Tchétchènes, les terroristes, qui n'étaient pas d'ailleurs que des Tchétchènes, c'était un commando international, on sait qu'ils ont tué un certain nombre d'otages, on annonce un peu plus d'une vingtaine, dès le début, pour marquer leur territoire, pour montrer aux autres que le premier qui va bouger va être sur la liste. Et donc cette action d'écrasement, qui est absolument terrible, va inhiber la plupart des victimes. Alors au départ, le gouvernement russe va quand même tenter un peu de négocier. Il envoie un pédiatre pour négocier. Qui est-ce? Comment ça va se passer? Alors ce pédiatre a déjà travaillé sur la prise d'otage de Moscou, du théâtre de Moscou, quelques années auparavant. Et donc il est lancé dans cette négociation, ce qui est un peu étonnant parce que d'abord ça ne se passe pas sur les territoires russes, ça se passe en Ossétie du Nord. Ensuite on essaie d'avoir un négociateur qui est plus adapté à la situation que quelqu'un qu'on va envoyer comme ça en pompier sur un petit peu toutes les situations. Donc c'est vrai que ce choix a été assez surprenant effectivement de la part de nos analyses de négociateurs. Alors pendant 3 jours, les otages vont être privés de nourriture, d'eau, ce qui va donner des images absolument atroces. Des enfants sont obligés de boire leur urine, de rester allongés au sol, immobilisés pendant des heures. Pourquoi les négociations vont-elles échouer? Qu'est-ce qui va se passer? La vraie difficulté dans ce genre de négociation, c'est que la demande initiale est complètement irréaliste, on l'a dit, mais on se pose une question face à une demande irréaliste. Les preneurs d'otages ont-ils conscience qu'elle était réaliste? Et dans ce cas-là, ils veulent autre chose? Ou est-ce qu'ils sont vraiment accrochés à cette première demande initiale et ne veulent pas en démordre? Et à partir de là, les négociations n'apporteront rien. Dans chaque négociation, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un objectif commun partagé. Qu'à un moment donné, on trouve une envie d'avancer ensemble sur l'obtention d'un objectif commun. Dans ce type de situation, au vu de la détermination des preneurs d'otages, du meurtre des premières victimes, du fait qu'ils aient piégé l'ensemble du bâtiment, des conditions absolument terribles dans lesquelles sont détenus les otages, on peut imaginer que leur demande était une demande de vitrine et que ce qu'ils souhaitaient, c'était la couverture médiatique de leur opération. Alors le 2 septembre, 26 mères vont pourtant être libérées avec leurs enfants. Pourquoi? Comment expliquer cette soudaine concession, même si elle est dérisoire, des terroristes? Alors c'est le président Raoutchev, qui est l'ancien président Ingouche, qui va rentrer en négociation et qui va obtenir cette libération. C'est toujours difficile, on a peu d'informations officielles sur cette opération. On a échangé entre professionnels et puis certaines personnes qui étaient impliquées dans cette situation de crise. On peut penser que les terroristes cherchaient à gagner du temps. Peut-être pour se repositionner, peut-être pour avoir le temps de faire un peu de renseignements sur les opérations qui étaient mises en place à l'extérieur du gymnase dans lequel ils se trouvaient. Peut-être qu'ils ont décidé de libérer certaines femmes parce que partagent de la même religion. On n'en sait vraiment rien. Maintenant, l'option qui reste la plus évidente, c'est de vouloir un peu gagner de temps et de montrer, de
laissé penser aux autorités qu'il y avait une solution négociée possible. Alors le 3 septembre, tout va basculer. Il va y avoir 2 explosions dont l'origine est encore indéterminée aujourd'hui et ce qui va provoquer des échanges de tirs nourris entre les deux parties et déboucher sur le carnage qu'on connaît. Comment est-on passé d'un semblant de discussion à ce bain de sang, à cette violence extrême ? Il y a plusieurs versions sur les explosions. La première version, c'est un piégeage, un système de piégeage posé par le commando tchétchène qui aurait été déclenché par des enfants qui auraient voulu s'enfuir ou des adultes qui auraient poussé une porte. C'est la première version que l'on a entendue, qui pourrait être relativement crédible. L'autre version, c'est que voyant arriver des équipes de forces spéciales, certains parlent même d'une équipe du FSB déguisée en équipe médicale qui venait chercher les victimes et les blessés, les Tchétchènes auraient décidé de déclencher l'assaut eux-mêmes. Puis une autre version indique que ce sont les forces spéciales elles-mêmes qui ont déclenché l'intervention, qui ont fait sauter un pan de mur au lance-roquettes pour pouvoir faire une entrée dans la salle dans laquelle se trouvaient les otages. Alors la gestion de cette crise par Poutine sera évidemment beaucoup critiquée. D'abord, un mot du profil des preneurs d'otages. Est-ce qu'on peut négocier avec des terroristes qui sont équipés de ceintures d'explosifs et qui veulent en découdre et qui veulent mourir ? Quand on est face à des gens qui veulent aller jusqu'au bout, il n'y a pas de négociation possible. Je crois qu'il faut être très clair. Si on commence à ouvrir cette porte en disant qu'on peut négocier dans ce type de cas, on va donner envie à tous ces terroristes de venir à la provocation et chercher la négociation. Maintenant, il faut aussi distinguer ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout et qui vont mourir quoi qu'il arrive, et ceux qui font ce type d'action pour revendiquer une couverture médiatique, mais qui à la fin sont prêts à terminer leur action. L'évolution de l'histoire et des dernières prises d'otages va plutôt dans un sens négatif qui montre des terroristes qui sont prêts à aller jusqu'au bout. On l'a vu à Nairobi, on l'a vu dans d'autres cas où les terroristes sont prêts à mourir pour leur cause sans qu'il n'y ait aucune négociation qui soit envisagée. Donc on ne négocie pas, on limite la casse simplement en fait. On peut négocier pour temporiser, pour essayer justement d'arriver à induire le changement chez les preneurs d'otages, arriver à les faire douter de leur cause. Ouais. C'est aussi des choses qu'on peut voir. Ouais. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on pense plutôt à négocier pour gagner du temps, pour faire du renseignement et éventuellement limiter la casse si une intervention devait se préparer. Et après la tuerie, les familles des victimes vont accuser le gouvernement d'avoir fait passer l'élimination des terroristes avant la vie de leurs enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on connaît le positionnement des autorités russes par rapport à ce genre de situation, c'est vrai que la vie des otages a moins d'importance que l'application stricte d'un principe qu'on ne négocie pas dans ce type de situation. On a eu d'autres précédents. Sur le théâtre de Moscou, j'ai le souvenir d'un négociateur russe au sein du SOBR, qui est le groupe d'intervention moscovite, qui a travaillé sur cette opération. Quand on a échangé dans les jours qui ont suivi sur cette opération, il a dit on est prêt à perdre 3 des nôtres contre 1 des leurs. C'est-à-dire qu'on est prêt à perdre des otages pour les neutraliser et même si le bilan est beaucoup plus négatif pour nous, c'est pas grave. On est prêt à accepter cet état de fait. Donc ça, c'est culturel, on n'y peut rien, c'est la méthode russe. Je pense que c'est culturel. La question qu'on se pose ensuite, c'est est-ce qu'elle est efficace ? Alors c'est vrai que si on regarde bien, les Tchétchènes n'ont rien recommencé en Russie. Il n'y a pas eu d'autres prises d'otages en Russie après le théâtre de Moscou. Il n'y en a pas eu d'autres en Ossétie après la prise d'otage de Beslan. Il y a 10-15 ans, c'était peut-être encore dissuasif. Aujourd'hui, on a des terroristes qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Donc, le fait de savoir qu'ils vont mourir dès le début est quasiment intégré. Ils savent que de toute façon, il y aura un assaut, il y aura une intervention. Ils sont prêts à mourir en emportant avec eux un certain nombre de policiers et d'intervenants. On l'a vu sur Koulibaly, quand il va à la rencontre des policiers du raid, voilà, ils foncent. Les frères Kouachi, quand ils sortent de l'imprimerie, ils vont s'en prendre aux gens du GIGN qui sont en face. Ils savent qu'ils vont à la mort, mais ils sont prêts à y aller et ils essaient d'amener avec eux des intervenants. Donc, aujourd'hui, cette politique russe est certainement remise en question. Maintenant, elle reste un étendard de Poutine et de son gouvernement. Donc, je pense que ça ne changera pas. Laurent Combalbert, si je vous demande de terminer cette phrase, le 1er septembre 2004, c'est le jour où, que me répondez-vous ? C'est le jour où des enfants ont été choisis délibérément pour être des victimes du terrorisme. On a eu d'autres situations où les enfants étaient victimes collatérales. Là, ils ont clairement choisi une école pour une opération terroriste avec des explosifs, avec de l'homicide d'otages dès le début. Donc c'est vrai que c'est un jour noir dans le métier de négociateur. Merci beaucoup Laurent Combalbert d'avoir été mon invité dans le jour. L'information continue sur LCI.